Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick et Eric avec vous aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle émission que l'on a décidé de vous proposer qui s'appelle Crypto Bar, où on va discuter ensemble de nouvelles qui sont passées récemment sous notre radar et on a décidé de vous donner un petit peu notre avis. Comment vas-tu Eric? Avant toute chose, je tiens à trinquer avec toi. Surtout pas oublier, hein, santé. Hein. Santé à toi. Comment vas-tu? Eh ben ça va bien. Écoute, on va pouvoir parler un peu d'informations générales concernant le monde de la crypto. Ce que en fait très peu de gens font actuellement, vu que les prix se sont effondrés. Tout le monde s'est désintéressé en fait du secteur. Et nous, on va introduire justement une discussion où on s'échange en fait des informations qu'on a détectées, qui sont d'ordre général, comme dit, et qui peuvent être intéressantes. C'est pour ça qu'on les partage. Très bien. Alors, au menu du jour aujourd'hui, on va parler de Russie et pas du tout en lien avec ce qui se passe en Ukraine. On va parler du Forum économique mondial. On va aussi parler du Portugal. On va parler aussi un petit peu de Celsius, de Google et aussi de la loi MiCA. Donc, on va commencer tout de suite avec la Russie qui a annoncé qu'elle allait développer un mécanisme pour les paiements internationaux en crypto-actifs ou crypto-devises, on ne sait pas encore. Quel est ton avis là-dessus, Eric? En fait, ce qu'ils exposent dans l'article, c'est qu'ils mettent en place un cadre légal pour réglementer, là en l'occurrence, les crypto-devises décentralisées. Alors c'est assez intéressant parce que justement, suite aux embargos que notamment l'Europe a institués face à la Russie, les entreprises internationales russes se sont retrouvées face à une difficulté pour faire des transactions internationales. Et la réaction en fait des Russes, y compris d'ailleurs la Banque centrale russe, c'est de créer en fait un cadre qui permette de transiger avec les partenaires internationaux à travers des crypto-devises dont le Bitcoin fait partie. Donc c'est assez intéressant. On va voir d'ailleurs après que c'est quelque part, on peut le dire comme ça, mais c'est une sorte de contradiction par rapport à ce que propose le World Economic Forum. Là, en fait, c'est un cadre légal qui permette aux différents agents économiques, on va dire russes, de transiger à l'international avec des crypto-devises décentralisées, dont le Bitcoin et les stablecoins. Oui. Alors, de mon côté, moi, j'ai trouvé deux éléments à identifier avec cette nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et à l'intérieur, il y a une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que effectivement, la démocratisation des actifs numériques continue et elle se développe au niveau international. Donc ça, c'est le côté bonne nouvelle. Le côté moins bonne nouvelle, c'est que malgré l'utilisation de devises décentralisées, il va notamment y avoir toute une mise en place, une régulation qui va être mise en place avec des octrois de licences spécifiques à annoncer le gouvernement russe. Et évidemment, ces licences, on s'en doute, vont sûrement être alloués à des banques. Donc, en fait, c'est le pendant un petit peu qu'on pourrait regarder sur cette nouvelle, donc qui est une bonne nouvelle, mais qui aussi en substance peut annoncer des régulations un peu plus sévères et un encadrement assez strict. On verra en fait dans le développement, parce qu'ils en sont pour l'instant au début. Ils sont en train de réfléchir à implémenter la solution. Ils veulent le faire pour la fin 2024, je crois, mais en fait, il y a énormément de travail parce que il faut voir en fait, comment toutes les infrastructures peuvent être construites et ça peut prendre plus de temps que ce qu'ils annoncent. Ouais, en l'occurrence, ils avaient deux problèmes. Enfin, ils ont toujours deux problèmes. En réalité, c'est les échanges, c'est-à-dire comment changer de la crypto-devise en direction de la devise fiduciaire russe, et puis comment justement créer un cadre légal pour les transactions internationales. Mais évidemment, là, actuellement, il y a toute une série d'entrepreneurs qui utilisent la crypto-devise à l'international parce que, grosso modo, le gouvernement russe les a autorisés à le faire en lâchant la bride, en fait, pour permettre à l'économie de fonctionner. Et effectivement, typiquement, la Sberbank autorise les entrées de paiement de Binance, semble-t-il. Et donc, évidemment, là maintenant, ils essaient de cadrer ça parce que la Russie, c'est un État qui a justement un État central très très puissant. Mais malgré tout, c'est très intéressant parce que ici, on parle pas d'argumentation de type écologique ou d'argumentation en parlant de manipuler en fait le comportement des gens. On parle bien en fait de transactions entre entreprises et entreprises. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est intéressant de mettre ça en comparaison justement de la position du WEF
qui elle est un tout petit peu plus, je sais pas comment dire ça, un peu plus centralisatrice, on va dire. Ouais, absolument. Mais c'est un parfait lien quand tu parlais effectivement d'écologie, parce que effectivement, donc le WEF, donc le World Economic Forum ou le Forum économique mondial en français, a publié à peu près au même moment en fait, voilà, l'annonce d'une nouvelle coalition pour la durabilité des crypto-monnaies. Il va étudier le potentiel des technologies dans le Web 3, sachant que là, encore une fois, c'est une intervention au plus haut niveau de mise en place en fait de procédures et de réglementations. Donc d'une régulation sur l'utilisation du Web 3, alors qu'en fait, au départ, quand même, le Web 3 a été créé justement pour supprimer l'intermédiaire entre l'utilisateur et puis l'application. Donc là, on voit qu'il y a encore une fois le Forum économique mondial qui essaye quand même de garder un contrôle, mais bon, quelque part, ils réagissent de manière logique par rapport à ça. Et c'est un discours assez moderne en réalité sur aussi ce qui est tendance en ce moment, c'est-à-dire la régulation du climat et puis l'inclusion financière, donc entre guillemets là-dessus. Donc voilà, enfin c'était mes premières impressions sur cette annonce. Descends voir un peu dans l'article parce qu'il y a 2-3 points intéressants un peu plus bas. Ouais, par ici, non? Ouais, stop. Hop. Voilà, c'est là. Là, typiquement, on voit en fait tout en haut de la page les objectifs en fait. Donc, premièrement, d'avoir de la clarté au niveau régulatoire. Deuxièmement, protéger les consommateurs, n'est-ce pas? C'est toujours l'excuse en fait pour dire qu'on les contrôle. Et puis, justement, comme tu l'as cité, enfin comme tu l'as évoqué, d'augmenter l'inclusion financière, comme si en fait les Africains avaient besoin, de régulation pour pouvoir utiliser un système décentralisé. Bref, tout ça pour dire que, en l'occurrence, le point important ici sur cette page, c'est le 4e point que j'ai mis en jaune là, c'est de coordonner en fait le travail de beaucoup d'individus, sans toutefois devoir, centraliser en fait la structure de contrôle. C'est assez intéressant parce que eux, leur objectif, en fait, évidemment, c'est d'avoir des incitatifs qui vont dans le sens des objectifs écologiques, décarbonation, etc. Et en fait, ils ont compris que si c'est bien mené et si c'est bien financé, eh bien, on va pouvoir coordonner en fait des efforts qui vont dans une certaine direction et qu'une grande masse de gens vont, à travers des incitatifs économiques, s'adapter en fait à ce comportement-là. Alors, c'est vraiment intéressant comme démarche, sachant que là, on rentre dans un environnement où on a, on va dire, des systèmes qui eux-mêmes sont sous l'égide, entre guillemets, du World Economic Forum et de la législation générale, de loi sur le blanchiment d'argent, etc., ou Know Your Customer, comme on dit. Et puis, on a un autre monde, on va dire qu'on peut qualifier de véritable crypto, qui, lui, est totalement décentralisé, en fait, et suite à au merging d'Ethereum, donc la transformation d'Ethereum d'une preuve de travail à une preuve d'enjeu, en fait, eh bien, on va voir une certaine conformité qui va arriver dans le monde d'Ethereum. Et ça, c'est un des premiers, probablement une des premières salves, en fait, qui va dans cette direction. Ouais, on a aussi assez récemment Bruno Le Maire, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, qui a annoncé qu'il y avait un rapport sur l'impact environnemental des cryptoactifs qui était en préparation côté France, bien entendu, parce que aussi il y a une relation forte avec le Forum économique mondial et que du coup tout va dans le même sens de ce côté-là, c'est-à-dire voilà le discours sur le climat, la consommation énergétique. Est-ce qu'elle amène des bienfaits? Peu importe. Et il faut regarder la consommation et puis statuer après par rapport à cette consommation, évidemment pour mettre la pression sur des monnaies type Bitcoin, Monero, ou Zcash aussi, je crois, qui est en preuve de travail, etc. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc le but est de leur mettre la pression et de évidemment encourager les autres dans un développement qui peut être amené aussi via des financements pour certains projets. D'ailleurs, il me semble que dans les partenaires de cette association, coalition plutôt, on a notamment Ripple, on a Solana, on a NIR, on a aussi des entreprises comme eToro ou Accenture qui sont pas du tout des entreprises, on va dire, spécialisées dans la crypto en tant que telle,
mais qui interviennent du coup, voilà, qui sont très dans la régulation et c'est normal qu'on les retrouve là. En revanche, c'est plus surprenant de trouver par exemple un Stellar ou même Avalanche jusqu'à un certain point. C'est assez surprenant de les trouver là. Donc bon, on verra ce que va donner cette coalition dans le futur. Ce sera à suivre avec intérêt. On a d'ailleurs pour combler, enfin pour continuer en fait dans le même sens, le nouveau Premier ministre anglais, donc qui a fait une déclaration assez dithyrambique sur la mise en place des monnaies de banque centrale. On a également, j'ai lu ça ce matin, là, la directrice du FMI là, qui est en train de faire une enquête parce ils ne comprennent pas apparemment pourquoi les gens préfèrent le cash à l'utilisation d'outils numériques. Et évidemment, on comprend bien où est le problème justement. C'était d'ailleurs l'inquiétude qu'avaient les premiers informaticiens ou chercheurs en mathématiques qui ont développé le courant de pensée des cypherpunks. C'était que l'État agrège toute une quantité de données incroyables sur les citoyens, mais s'ils n'en font rien, il n'y a pas de dommage. Mais vous comprenez bien qu'évidemment, le projet, c'est de s'en servir de ces données. Et s'ils s'en servent de manière, justement, on va dire pas forcément très sympathique pour le citoyen, ce sera trop tard. Les structures seront mises en place et là, on pourra plus difficilement revenir en arrière. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin moi je pense que c'est vraiment le clou qui est en train d'essayer d'être planté là en ce moment très fort. Ouais, typiquement le Premier ministre, d'ailleurs la communication qui est à l'écran là, typiquement il l'avait fait je crois il y a 2 ou 3 mois en arrière avant que, alors en l'occurrence évidemment maintenant ça ressort parce qu'il avait fait cette communication dans le cadre du WEF sauf erreur, mais effectivement c'est l'introduction des monnaies de banque centrale et effectivement, l'objectif, c'est toujours le contrôle. Donc, si vous avez la technologie pour pouvoir contrôler les gens, justement pour, en fait, les diriger vers ce qui est considéré comme étant quelque chose de positif, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, décarboner l'atmosphère, par exemple, eh bien, vous avez les moyens de le faire si tout le monde sera esclave de ça. Mais en fait, on est dans une espèce de combat où vous avez une majorité de gens qui vont suivre et puis une minorité qui vont résister à travers d'autres systèmes qui, eux, sont entièrement décentralisés et qui sont effectivement pas censurables. On verra bien comment ça va se produire. Il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir quel sera l'impact, en fait, des monnaies de banque centrale sur, finalement, le prix du Bitcoin ou de l'Ether, etc. En réalité, ça n'a pas vraiment d'importance parce que, quelque part, ce ne sont que des moyens de paiement. Et d'ailleurs, on va le voir là sur le déploiement de l'euro numérique qui arriverait. Qu'est-ce que c'est quoi 2026, 2027 Ouais, fin 2024-2025, il me semble que c'est annoncé. Ouais, ce qui est tôt, un bout, mais je pense que c'est même plus tard que ça, en fait. Ce qui est très tôt, il me semble. D'ici 4 à 5 ans, ouais, donc c'est un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est vrai que les premières estimations, c'était 2025, puis enfin, ils ont repoussé. Voilà, 2026-2027 pour le lancement. Descends un petit bout, il y avait un point intéressant. Il y avait un point intéressant un peu plus bas, là. Un peu plus bas, pardon. Plus bas dans l'article, ouais, stop. Bon, en gros, c'est ça, hein, mais en l'occurrence, tu peux descendre encore plus bas. Il parlait en fait de 2 types de monnaies de banque centrale. La monnaie qu'ils appellent retail, c'est-à-dire pour le public. Oui. Voilà, c'est là. Et puis, en fait, la monnaie qui est utilisée par les institutions. Et en fait, là, il parle d'actifs de règlement sûrs pour les titres tokenisés. Donc, en gros, le positionnement en fait de la Banque centrale européenne par rapport à la monnaie de banque centrale, c'est de être en fait l'euro qui donne accès à tous les titres. Par exemple, les actions, par exemple, les obligations. Alors ça, c'est assez intéressant parce que effectivement, le projet, il y a quelques années en arrière, c'était d'être capable de tokeniser des titres, notamment des actions d'entreprises privées qui n'étaient pas cotées en bourse, et puis les tokeniser de manière libre. Et là, en fait, ils essayent finalement de transférer le système des chambres de compensation qu'on a actuellement quand on transige en bourse. C'est-à-dire, on a un courtier avec un marché qui font des transactions, puis vous avez le véritable changement de propriété de l'action, de l'obligation, du convertible, peu importe le titre financier, qui va se produire 2 à 3 jours après. Évidemment, là, ce que les organismes financiers veulent, c'est augmenter en fait l'efficacité et puis la rapidité de ces systèmes-là. Et en fait, c'est marrant parce que justement là, au niveau de cet article-là,
la Banque Centrale Européenne se positionne spécifiquement là-dessus en disant, grosso modo, hein, vous ne pourrez transiger des titres que à travers l'euro numérique. Et donc, voilà, c'est ce à quoi il faut s'attendre probablement. Oui, on est vraiment tout le monde dans la même direction. On a dans les nouvelles aussi qu'on avait retenues l'annonce évidemment du Portugal, donc qui a été reprise, qui a été annoncée d'abord comme étant ça y est, les cryptos sont taxés à 28% au Portugal. Donc moi qui habite au Portugal, je suis évidemment ça de près. Et évidemment, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, il faut préciser un petit peu, détailler un petit peu le propos, parce qu'en réalité, pour l'instant, et c'est encore une fois le budget 2023 est pour l'instant une proposition. Il n'a pas encore été voté. Il doit être voté en novembre. On verra bien. Il y a de fortes chances qu'il le soit tel qu'il est. Il n'y a pas de raison pour l'instant qu'il y ait de refus. En tout cas, il n'y a pas de manifestation dans ce sens ici. Et pour les cryptos, en fait, ce sont les plus-values sur les cryptos que vous détenez depuis moins d'un an qui vont être taxées à 28%. C'est-à-dire que si vous avez acheté des cryptos il y a 2 ans et que si vous les revendez aujourd'hui et que vous faites une plus-value, vous aurez aucune taxe sur vos plus-values puisque ça fait plus d'1 an que vous les possédez. Donc, pour l'instant, c'est une mini-introduction, on va dire, à la taxation. Évidemment, j'imagine que d'ici peut-être 1 an, 2 ans ou peut-être 3 ou 5, je ne sais pas. Évidemment, ça va être étendu à la totalité des actifs détenus. Mais pour l'instant, en tout cas, on a encore cette petite fenêtre d'opportunité qui fait que c'est pas la totalité des actifs qui sont taxés. En revanche, je crois que de facto, les actifs soit que l'on crée, soit que l'on reçoit, type airdrop, eux, en revanche, sont taxés directement à 28%. D'accord. En l'occurrence, c'est intéressant. Il y a 2 points, en fait. Le premier élément, c'est qu'on est toujours dans la même logique, en fait, commerciale. On crée des conditions intéressantes, en fait, pour attirer un certain nombre de personnes. Et puis, dans une deuxième phase, on va progressivement exploiter, en fait, ce minerai, si on peut le qualifier ainsi. Et donc, progressivement taxer de plus en plus. C'est la même chose que ce qu'on fait dans une entreprise privée si on veut attirer de la clientèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'île de Madère, qui est donc une espèce de sous-province du Portugal, elle est en train de développer une approche totalement antagoniste qui est basée sur le Bitcoin. Et donc, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est vraiment de créer de la liberté de mouvement, justement sans taxation, avec des capacités de paiement, etc., etc. Et donc, ça va être intéressant de voir comment le Portugal va évoluer avec le temps, mais pour l'instant, il semble qu'en tout cas sur le continent, on soit dans une logique de fermeture par rapport à la crypto. Ouais. Alors, petit point pour ceux qui connaissent pas bien le Portugal. Madère est une île qui appartient au Portugal. En revanche, à Madère, il y a un gouverneur et le gouverneur peut prendre des lois spécifiques à son île. Un peu comme vous avez, je sais pas, l'État du Texas qui va pouvoir prendre des lois spécifiques à son État par rapport aux lois fédérales des États-Unis. C'est un petit peu le même rapport. Et effectivement, on va avoir une concurrence peut-être qui va se jouer au sein même du même pays. C'est ce qui est assez remarquable. Et pour revenir sur le point sur la méthode commerciale dont tu parles, là, en revanche, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que les cryptos, elles sont pas physiquement au Portugal, dans des entreprises portugaises. Donc, ceux qui sont venus pour profiter de l'exemption des taxes peuvent tout aussi bien repartir demain et ils n'ont pas de complications liées à des mouvements de fonds entre des banques, par exemple. Pour ceux qui ont encore de la crypto, on peut naviguer très très facilement, changer de pays et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on peut voir effectivement comme on a eu une forte proportion de personnes à s'installer ici à cause justement de cette réglementation. On peut aussi voir l'effet inverse maintenant, c'est-à-dire pas mal de personnes s'en aller et économiquement pour le pays, ça sera évidemment un problème. Alors on avait une autre nouvelle concernant aussi Celsius Net Worth, donc qui concerne Celsius Network pour ceux qui connaissent. Alors on peut malheureusement pas vous l'afficher parce que le site en question, dont on va peut-être vous parler brièvement parce qu'on peut plus vraiment le montrer, et ça concerne donc Celsius Network et notamment en fait l'accès direct
aux actifs de chaque client de Celsius. Donc, il y avait un site disponible qui a certainement dû être fermé. C'est pour ça qu'il est plus accessible aujourd'hui. Quel est ton avis là-dessus, Eric? Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme phénomène. Alors, pour mémoire, en fait, Celsius, c'est une entreprise en fait pour faire de l'épargne crypto. Et puis, il s'est avéré que non seulement ils avaient exagéré en fait dans leur gestion financière, mais ils avaient carrément créé, sans licence, une espèce de banque à réserve fractionnaire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas en réserve, on va dire, ils ont réinvesti les actifs de leurs clients pour pouvoir faire du rendement plus élevé en fait que la concurrence. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, évidemment, ils se sont mis en procédure de faillite, puisque là, avec la chute qui a eu lieu quand? C'était quoi, au mois de juillet, je crois, juin-juillet. Ouais, fin juin. Voilà, fin juin. On a eu en fait une chute de la valeur des cryptos, et donc Celsius s'est retrouvé dans une situation difficile, et ils ont arrêté les opérations pour dire, voilà, écoutez, on va se mettre en faillite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de la procédure de faillite, il y a ce site-là, Celsius Net Worth, qui a été créé, qui donne accès en fait à la totalité des informations privées de tous les détenteurs ou tous les déposants plutôt qui avaient déposé des fonds auprès de Celsius. Donc vous tapiez prénom, nom, puis vous aviez le détail en fait de la balance des fonds en fait de chaque personne qui était publiquement disponible. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous constatez, on parle toujours de protection en fait du consommateur, mais concrètement, vous constatez que si vous faites confiance à une entreprise qui elle-même constitue un risque de contrepartie, vous vous retrouvez potentiellement avec votre nom affiché et les fonds qui en l'occurrence sont bloqués puisqu'ils sont en faillite en l'occurrence. Mais en fait, n'importe qui pouvait avoir accès à vos fonds, respectivement savoir quel était votre dépôt. Voilà. Alors, de manière assez paradoxale, ce qui est intéressant, c'est que si les personnes en question avaient laissé des fonds sur des adresses crypto, elles ne les avaient pas déposés chez Celsius, malgré le fait que les réseaux crypto sont transparents, il n'y aurait pas pu avoir en fait une telle divulgation qui est de l'ordre de la vie privée des gens et qui évidemment enfreint un certain nombre de lois. Mais dans ce contexte-là, ça a été possible. Donc évidemment, ça met un clou supplémentaire dans le cercueil des banques, des entreprises qui gèrent les fonds des tiers, etc., etc. Parce que non seulement vous avez un risque de contrepartie, vous donnez des fonds à une institution, elle vous les doit. Donc ça veut dire que si elle les a plus, elle ne peut pas vous les rendre. Mais en plus, si elle rentre dans une procédure de faillite, tout le monde peut voir ce que vous aviez déposé. Donc moi, je trouve ça assez inouï personnellement. Et donc, évidemment, ça pousse toujours en direction d'une autogestion en fait de ces fonds directement dans le monde de la crypto-devise, où vous n'avez pas de risque de contrepartie, où vous n'avez pas de facteur humain, où vous n'avez pas de gens en fait qui peuvent simplement par leur position dans une entreprise obtenir de l'information, voire même bloquer vos fonds, et puis ou voire même dans les cas les pires partir avec. Voilà. Ouais, on va répéter l'adage de Andreas Antonopoulos, pas vos clés, pas vos bitcoins, alors qu'il s'adresse aussi à pas forcément que bitcoin, à tous les autres, à savoir si vous n'êtes plus détenteur de la clé privée, de l'adresse en fait où sont déposés les actifs numériques, de facto ces actifs ne vous appartiennent plus et quelqu'un d'autre qui contrôle peut faire ce qu'il veut avec. C'est le cas de Celsius. Donc voilà, dans cette histoire où effectivement, encore une fois, comme l'a très bien dit Eric, les cryptos nous permettent de rester souverains de A à Z en fait dans les opérations. Donc essayons de justement utiliser les outils qui nous permettent de rester souverains à 100% et non pas des outils qui essayent de reproduire en fait la finance traditionnelle avec tous les travers que ça peut contenir, même s'il y a aussi des avantages. Attention, il n'y a pas que des travers, mais il y a aussi des avantages à le faire, mais les inconvénients sont en général plus grands dans ce milieu-là, très petit, où l'innovation est constante et donc il faut faire très attention. Et comme on a les outils pour rester souverain, autant s'en servir. En parlant de souveraineté, parfait enchaînement avec une autre nouvelle donc concernant Google qui va accepter des bitcoins. Youpi, tralala, on est tous contents.
notamment pour ses services donc dans le cloud, à travers un partenariat avec Coinbase. Alors là, encore une fois, c'est une fausse bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ça démocratise à nouveau l'utilisation des actifs numériques. Maintenant, le problème, c'est que c'est pour payer des services dans le cloud. Et dans le cloud, en fait, ça veut dire que Google va pouvoir agréger des données de clients par milliers, notamment sur qui me paye en Bitcoin et avec quelle adresse. Donc, c'est pas vraiment un bon signe, en fait, à mon avis, dans ce sens-là, même si, encore une fois, la démocratisation de l'utilisation des actifs crypto, ça reste un bon signe et c'est quand même tant mieux. Ouais, en fait, en l'occurrence, là, il s'agit d'un deal entre Coinbase et Google, ce qui veut dire en d'autres termes que Google va utiliser Coinbase pour encaisser en fait ses services, et puis Coinbase en fait va héberger ses bases de données sur le cloud Google. Voilà, donc en gros, d'ailleurs ils le disent là en bas, voilà, Coinbase va utiliser Coinbase Prime pour l'échange en fait de crypto-devises institutionnelles. Pour les plateformes en fait institutionnelles. Donc en fait, si on veut, c'est purement un effet d'annonce. C'est clair que c'est intéressant, mais évidemment, c'est limité à un certain type de clients. On n'est pas en train de dire que Google va encaisser du Bitcoin directement, par exemple, à travers Lightning, sans intermédiaire. C'est pas ça qu'on dit. L'intermédiaire, c'est Coinbase. On est en plein en fait dans le business. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va probablement diminuer les frais de processeurs de paiement, puisque quand Google encaisse, ils doivent payer un processeur de paiement 2,8, 3, 3,5%, voire même plus, alors que là, s'ils payent à travers Coinbase, probablement qu'ils vont payer moins de 1%, ce qui est tout à fait positif, puisque l'infrastructure coûte moins cher. Donc voilà, donc on n'est pas dans le monde décentralisé en soi, mais on utilise Bitcoin comme une espèce d'infrastructure pour des services centralisés. Oui, ça promet. Ouais, il y a d'autres possibilités, de toute manière. Comme dit, c'est deux mondes qui existent de manière parallèle, et vous avez en fait un monde qui est totalement conforme et qui fait du business, qui est tout à fait normal. Et puis à côté de ça, on aura une alternative en fait, au cas où le monde qui fait du business commence à vouloir contrôler les gens. Et là, vous avez une migration qui se produit en direction du système décentralisé. Donc c'est bien qu'il y ait les deux. Et l'important, c'est d'avoir toujours l'alternative décentralisée au cas où il y a de l'oppression. Et je pense que durant les 3 dernières années, on a eu quand même un certain nombre d'exemples de ce que c'est que l'oppression. Alors, en parlant d'oppression, encore une fois, une superbe transition concernant évidemment l'adoption par le Parlement européen il y a quelques jours, donc cette fameuse loi MiCA et notamment aussi la TFR, qui vont réguler donc les transferts de crypto à travers les entreprises européennes, et non seulement inter-entreprises, mais aussi entreprises vers clients en particulier. Donc, qui est une législation qui va bien au-delà du contrôle qui est exercé aujourd'hui au niveau des banques. C'est-à-dire que le TFR, en fait, ça va être à partir du premier euro transféré en crypto, peu importe la crypto en question. Mais on n'a pas ce niveau de détail et de suivi et de contrôle au niveau des banques. Quand vous allez retirer, par exemple, 300 euros, on vous demande rien. Il y a pas forcément... Enfin, il y a une ligne... de retrait à la banque, mais c'est pas aussi profond et aussi étendu en fait comme type de surveillance. Donc on va voir encore une fois comment ça va se mettre en place. Ça va être en place d'ici 12 à 18 mois. D'ici là, il peut y avoir aussi des surprises, des revirements. Bon, même si la loi semble bien embarquée là maintenant, et donc a priori va se dérouler comme prévu. Je ne sais pas si certains avocats qui sont généralement assez enclins à défendre la vie privée vont pas éventuellement instituer quelque chose parce qu'il est possible qu'il y ait un conflit d'intérêts direct avec la loi RGPD, par exemple. La frontière est relativement floue, voire même peut-être dépassée, donc peut-être qu'au niveau législatif, il y a des choses à faire de ce côté-là. Mais bon, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même l'absence de la finance décentralisée pour l'instant dans le texte, qui pourrait être ajoutée plus tard. Je crois que c'est prévu d'ailleurs qu'il y ait une régulation spécifique pour la finance décentralisée, mais donc ça fait pas partie de ce texte.
Donc voilà, tout va dans le même sens pour l'instant. En tout cas, là, sur le mois d'octobre, on est bien dans la régulation, mais en même temps, on s'attendait à ce qu'elle arrive à un moment donné. Tu peux descendre un petit bout. En fait, il y a des points intéressants dans l'article en fait, qui parlent de quoi s'agit-il en réalité. En réalité, il s'agit de tracer les transactions financières entre les institutions financières. Alors, en l'occurrence, voilà, c'est là que c'est intéressant. On parle d'un passeport européen, sous-entendu que, en fait, c'est ce qui se pratique déjà dans le monde anglo-saxon. Vous avez une institution financière, ça n'a pas forcément besoin d'être une banque. Et pour pouvoir transférer des fonds à travers des opérations crypto entre une institution et une autre, en réalité, l'institution financière a l'obligation de percevoir un certain nombre d'informations, notamment nom, prénom. C'est marqué plus bas dans l'article d'ailleurs. En fait, les adresses, en fait, il y a différentes choses qui vont. Descends un petit bout encore. Ah bah tiens, je l'ai raté. Alors c'est peut-être plus haut. Mais bref, il cite à un endroit quelque part dans l'article le détail de quoi il s'agit. Et ouais, c'est bizarre. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils doivent recueillir un certain nombre d'informations, en gros, pour identifier les différentes adresses. Et vous voyez ici, par exemple, typiquement, le lending de stablecoins, en fait, qui ne peut pas être autorisé pour la rémunération des clients. Bon, ça sous-entend qu'une banque ne peut pas utiliser la finance décentralisée pour se refinancer, pour créer des rendements pour leurs clients déposants. Voilà, typiquement, voilà ce qu'on voit ici maintenant, nom, prénom, portefeuille de destination, les numéros de compte sur les plateformes, adresse postale, numéro d'identité. En gros, c'est une identification des transactions crypto à travers les institutions crypto. Mais comme dit, ça existe déjà dans le monde anglophone. Et évidemment, comme toujours, je vais me répéter, mais en gros, il y a deux mondes qui coexistent, c'est-à-dire il y a le monde KYC, Know Your Customer, et puis il y a le monde d'à côté qui est en train de s'organiser où vous avez des gens qui transigent, par exemple à travers de la devise fiduciaire contre du Bitcoin, mais directement de personne à personne, etc. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'acheter de la crypto à travers les canaux habituels régulés. Évidemment, le risque à côté de ça, c'est qu'à un moment donné, on vous dise, par exemple, on peut imaginer ça, le Bitcoin est interdit dans un pays donné, et donc vous devez nous le remettre, et nous avons la preuve que vous en avez. Voilà. Donc, prenez les décisions en conséquence, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que on a une régulation qui s'approche en fait de la régulation bancaire, qui vise en fait à la suppression du cash, mais de manière assez intéressante. Ça, c'était d'ailleurs dans un autre article, qui est vendu en fait comme si la devise numérique CBDC doit se comporter comme du cash. Et en fait, ils le vendent en disant on aura la possibilité de payer hors ligne. Évidemment, si vous payez hors ligne, dans un temps donné, vous n'avez pas forcément l'historique des transactions, mais au moment où vous faites le débouclement de vos fonds, il est extrêmement probable que ces systèmes prévoient en fait la transmission de la totalité des opérations effectuées historiquement, de manière évidemment à pouvoir faire des enquêtes judiciaires, etc. C'est toujours l'argument qui est avancé, mais bien entendu, c'est pas forcément comme ça qu'on l'utilise. Oui, j'étais en train de penser à ça, et puis justement à ce que j'ai dit un peu plus tôt là concernant les cryptos, les cypherpunks, pardon, qui effectivement avaient bien eu raison d'anticiper et en fait d'alerter là-dessus pour dire attention, parce que là on est en train nous de construire les systèmes, et on parle là de 1980, hein, donc c'est pas il y a 3-4 ans, c'est il y a déjà 40 ans. Ils étaient déjà en train de construire les systèmes et de s'inquiéter justement sur la dérive de la collecte d'informations par les gouvernements. Enfin, dérive, en tout cas augmentation de la collecte des informations sur les citoyens par les gouvernements. Et après, une fois qu'il y a les données, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment elles vont être utilisées. Donc, c'est pas encore une fois, il y a pas mal de personnes autour de moi à qui je parle un petit peu de tout ça, et qui me disent, ouais, mais moi, j'ai rien à cacher. Mais c'est pas une histoire de cacher quelque chose, c'est une histoire de choisir avec qui on partage une information et quelle partie de cette information on veut partager avec elle. Là, en l'occurrence, on nous contraint, en fait, à dévoiler l'intégralité de ce qu'on fait, et surtout à travers les dépenses, les achats,
c'est très facile de profiler quelqu'un, de savoir qu'il va à tel endroit tous les jours parce que il fait son plein d'essence à tel endroit, parce que il va tant de fois au restaurant, et puis il aime ci, il aime ça, il est abonné à tel journaux. Enfin voilà, on peut vraiment profiler une personne assez finement en observant en fait toutes ses dépenses, et c'est ça qui est assez dommageable en fait sur ces législations là qui sont en train d'arriver. C'est que en fait on a une réduction continue un petit peu de la vie privée qui n'a rien à voir avec être un dealer de drogue ou voilà, faire des actions illicites. C'est simplement vivre sa vie tout simplement en fait. Donc ça c'est un petit peu le côté dommageable de tout ça, et effectivement il y a des systèmes parallèles qui sont en train de se développer, qui sont plus complexes à utiliser évidemment, mais qui vous protègent encore un petit peu voilà, de donner en fait gratuitement vos informations privées à qui veut bien. De toute façon, on va arriver vers une démocratisation en fait de ces systèmes qui permettent la privacité totale en fait. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'on va avoir des gens qui vont carrément sortir de la société parce qu'ils seront contraints de le faire. Évidemment, quand on voit ce qui s'est passé avec Celsius et puis le fait qu'on mette en ligne de manière totalement publique les informations avec une logique qu'on appelle de transparence, ben oui, ok, bon, personne n'a rien à cacher, mais enfin bon, si maintenant vous êtes quelqu'un qui habitait de manière discrète dans un endroit qui est dangereux du point de vue physique, avec des enlèvements par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud, et puis que les gens savent que vous avez 10 millions sur un compte, eh bien, ça va poser un énorme problème, quand bien même vous n'êtes absolument pas un criminel. Et donc, je veux dire, alors voilà, bon, évidemment, en France, on va peut-être considérer que quelqu'un qui a 10 millions, par définition, c'est un criminel, peut-être, mais pas forcément en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. C'est sûr. Eh bien, je crois qu'on a terminé là pour les nouvelles dont on voulait parler pour cette première ouais, émission. Je crois qu'il y en a encore une, il me semble, non? Par rapport à oui, EDF. Sur EDF. Ouais, on peut en parler brièvement. Ouais, effectivement, il y a cette annonce qui est passée concernant EDF qui maintenant fait tourner donc 150 nœuds Ethereum. Donc ça veut quand même dire que, étant donné qu'un nœud c'est 32 Ethers, au prix actuel, ça fait à peu près 40 000 euros, je crois. Donc 150 nœuds, ça vous donne à peu près une idée. Alors ça veut pas dire qu'ils ont acheté tous les Ethers maintenant, mais ça veut dire que ça fait déjà un moment en fait qu'ils ont investi peut-être assez massivement en fait dans Ethereum en tant qu'entreprise. Et je suis pas sûr. Enfin, j'avais pas entendu parler, en tout cas avant, que EDF avait une quantité aussi importante en fait d'Ether, hein, parce que là, du coup, ça veut dire qu'ils en ont quand même presque 5000 pour faire les 150 nœuds, puis ils en ont peut-être d'autres dont on ne sait rien. Donc voilà, c'est assez curieux de découvrir que Ethereum est un investisseur massif dans Ethereum sans qu'il l'ait divulgué, en tout cas à ma connaissance avant. Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait, le problème qu'ils ont EDF, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils font de la preuve de travail. Ils ne peuvent pas dire qu'ils consomment de l'énergie pour miner une crypto-devise. Okay, sauf que c'est des producteurs d'énergie, donc on comprend qu'ils ont des excédents. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas annoncé l'existence de cette société fille qui ne fait que, selon leur déclaration, de la validation, c'est-à-dire pas du minage, donc pas transformer de l'énergie en crypto, mais plutôt valider les transactions avec une faible consommation d'énergie et on transforme ça en crypto. Et en fait, ils viennent de l'annoncer pour la bonne et simple raison que Ethereum, ayant passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, maintenant ils peuvent se permettre de communiquer qu'ils sont éco-friendly, hein, ils sont pro-écologie, alors qu'en réalité, il est extrêmement probable qu'ils aient exploité des nœuds de minage en preuve de travail sur Ethereum depuis longtemps déjà pour pouvoir générer du rendement, parce qu'évidemment, c'est un business comme un autre. Donc, puis en plus, l'énergie est gratuite pour eux puisqu'ils la produisent avec des centrales nucléaires. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir toujours la même chose, décrypter en fait l'information et à quel moment elle est transmise et à quel moment elle est diffusée. Ouais, en fait, j'avais pas lu l'article que tu avais rajouté un petit peu à la fin, mais effectivement, ouais, il parle de Exaion, qui est une société fille d'EDF qui a été secrètement lancée en 2020. Donc, c'était vraiment extrêmement discret. Personne n'en a parlé, ce qui est étonnant pour une entreprise qui est publique, qui est censée normalement communiquer sur ce genre d'informations. Mais bon, apparemment, ça ne gêne à peu près personne.
Donc, bon, c'est bien. C'est pas les actionnaires qui vont poser la question de savoir que fait quelle société fille. Et par ailleurs, évidemment, si vous avez une entreprise publique, ou en tout cas en voie d'être publique, puisque maintenant, je crois qu'à l'époque, elle était quoi, à 80% publique, maintenant c'est 100%. Alors maintenant, évidemment, ils ont l'obligation en fait de signaler ce qu'ils font comme business, mais c'est évident que on va dire, pour une entreprise qui produit d'énergie, d'utiliser ses excédents pour miner de la crypto, c'est le truc très intelligent à faire. Mais en fait, comme c'est politiquement pas correct, eh bien, ils peuvent pas communiquer le fait qu'ils l'ont fait. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Et bien sur ce, c'est la fin de cette première émission. J'espère qu'elle vous a plu. On a fait un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu au départ. On voulait faire un peu plus court, mais finalement, voilà, l'actualité fait que on change un petit peu aussi des points de vue en direct de temps en temps avec vous là. Et puis voilà, ça déborde un petit peu. C'est pas grave. Écoutez, on va vous laisser maintenant. Et puis je vous dis la prochaine fois en ce qui me concerne avec Eric, bien entendu, qui sera une date ultérieure puisqu'on n'a pas vraiment de fréquence concernant le crypto-bar. C'est plutôt en fait quand on a une certaine collection d'articles qui sont un petit peu pertinents et qu'on peut articuler ensemble un petit peu comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de regarder en bas dans la description, vous avez des liens pour vous inscrire, pour être informé justement des prochaines émissions. À très bientôt. Le point commun, c'est la bière. Santé à tous. C'est la bière. Santé à tous.